vous précise juste que en tout cas cet atelier, cette conférence va être enregistrée. Je vous le précise tout de suite dès le départ. C'est ce qui explique que je vais devoir dans un premier temps dérouler une présentation. Si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, surtout n'hésitez pas à les poser directement dans le chat qui est situé sur le côté. Et à la fin de la conférence, j'y reviendrai. Donc bien entendu, là, on coupera de toute façon l'enregistrement. Et l'idée, ce sera de pouvoir échanger directement avec vous, que vous puissiez me poser aussi vos questions. Donc je répondrai aux questions qui auront été posées. Et puis s'il y en a d'autres qui viennent au fur et à mesure de la présentation, surtout, je pourrai répondre à ce moment-là. Donc là, pour le moment, vous ne devez pas avoir d'affichage qui apparaît. Donc, je vais partager le document qu'on va utiliser pour cette présentation. Voilà, normalement, il doit commencer à apparaître et je vais le mettre en diaporama. Comme ça, vous aurez les éléments. Donc moi, bien entendu, à partir de maintenant, je ne vous vois plus à l'affichage. Mais comme expliqué, je vais dérouler au départ une présentation avec l'objectif, et vous allez voir que c'est vraiment un atelier qui est conçu de cette manière-là, pour vous aider à optimiser votre recherche d'emploi. Alors, qui organise cet atelier? Et ensuite, je me présenterai. L'association en tout cas, qui organise cet atelier, c'est À Compétences Égales, qui est une association qui fédère en fait les experts du recrutement. Donc au départ, c'était des cabinets de recrutement et aujourd'hui sont venus se rajouter des entreprises qui sont engagées dans la lutte contre les discriminations et pour tous les principes d'égalité des chances à l'embauche et à la mobilité en entreprise. Donc, comme vous aurez et vous pourrez avoir accès aux documents si vous le souhaitez. Alors, je pense que Marie peut notamment vous partager un Google Form dans le chat où vous pourrez vous inscrire et donner notamment votre adresse email si vous avez besoin et si vous avez envie de récupérer la présentation que je vais utiliser aujourd'hui. Donc du coup, je vous en dis pas plus sur l'association. Si vous avez envie d'aller chercher plus d'informations, bien entendu, vous tapez À Compétences Égales et vous retombez sur le site internet. Et surtout, vous pouvez accéder, c'est peut-être ça qui vous intéressera plus en tant que personne en recherche d'emploi, vous pouvez accéder à l'Académie À Compétences Égales, qui est une application où vous pouvez récupérer des informations et retrouver un certain nombre d'astuces, de conseils, d'accompagnement pour votre recherche d'emploi donnés directement par des cabinets et des entreprises membres d'À Compétences Égales. L'atelier du jour, comment optimiser sa recherche d'emploi? Donc, c'est moi qui l'anime. Du coup, je vous ai parlé de l'association À Compétences Égales. Ce serait peut-être bien aussi que je me présente. Donc, je suis Cyril Capel. Je suis le CC de CCLD, puisque CCLD, c'est un cabinet de recrutement où on n'était pas allé très loin avec mon associé. C'est les initiales des deux cofondateurs dont je fais partie pour trouver le nom du cabinet qui existe depuis 2001. Pour me présenter, alors j'aime bien utiliser ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous expliquer ce que j'avais envie de faire quand j'étais petit pour vous montrer la cohérence potentiellement de mon parcours, ou en tout cas la cohérence que j'ai pu créer au niveau de mon parcours et au niveau de ce que je fais, aujourd'hui. Donc quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 6-7 ans, on me demandait quel métier j'avais envie de faire et en fait je disais quasiment à chaque fois, il y a trois métiers qui m'intéressaient. Je voulais être chef, je voulais être clown ou je voulais être éboueur. Donc voilà, c'est trois métiers très différents, mais c'était les trois métiers que je mettais en avant quand j'étais jeune. Et quelques années plus tard, quand j'explique ce que je fais, je dis qu'en gros, j'ai réussi à faire une bonne synthèse de ces trois métiers. D'abord, le côté chef, qui était plus un côté d'ailleurs chef aidant, pouvant aider les autres. J'ai créé ce cabinet à la fin de mes études, le cabinet CCLD. Et donc, au départ, j'ai été chef de moi-même. Donc aujourd'hui, le cabinet, c'est 80 personnes. Donc il y a forcément un petit peu plus de monde dans le cabinet. Mais je suis allé au bout, en tout cas, du projet au départ que j'avais pu me donner. Ensuite, le côté clown, on le retrouve dans le poste que je me suis créé. C'est aussi l'avantage en fait de créer à un moment donné un cabinet, c'est qu'on peut se donner le poste qu'on a envie de se donner. Et donc, comme j'avais pas envie qu'on m'appelle directeur associé, cofondateur ou ce genre de choses, je me suis créé un petit acronyme que j'ai appelé HOPE.
Et donc, Hope, c'est Head of People Enthusiasm. Et donc, moi, je considère que l'activité du clown, ou en tout cas de ce que j'essaye de représenter dans l'entreprise, c'est d'aider nos collaborateurs, puisqu'on parle de collaborateurs chez CCLD, les aider à s'enthousiasmer dans leur métier, dans leur travail, prendre plaisir à ce qu'ils font, parce que le plaisir favorise l'engagement et l'engagement favorise la performance. Et vous verrez que dans le cadre de la recherche d'emploi, et c'est pour ça que j'en parle tout de suite, je fais ce parallèle-là dans votre l'optimisation de cette recherche. Donc tout à l'heure, quand je me présentais, je disais qu'il y avait 3 métiers, hein. Il y avait le côté chef, le côté clown, donc chef créateur d'entreprise, le côté clown Hope, et puis je vous disais aussi, il y a le côté éboueur. Et donc ça aujourd'hui, c'est ce qui représente en partie la raison d'être que je me suis fixé en créant un cabinet de recrutement, c'est d'éliminer au maximum, ou en tout cas d'aider ensuite les entreprises à faire ce qu'il fallait pour éliminer ce qu'on pourrait appeler les personnalités toxiques. Et donc, on retrouve le côté éboueur dans ce côté personnalité toxique. Voilà, l'idée étant, avec un cabinet de recrutement et de formation, hein, comme on l'a aujourd'hui, c'est de pouvoir en amont cibler les bonnes personnalités, en tout cas celles qui vont réussir dans l'entreprise, et quand ce n'est pas le cas, aider l'entreprise à faire monter en compétence le talent pour qu'il puisse s'adapter à un moment donné à cette société. Voilà, pour me présenter très rapidement, l'idée c'était surtout que je commence à faire passer quelques messages sur ma manière de fonctionner, et vous allez voir que cet atelier, je vais tâcher d'avoir un certain franc-parler, hein. Pour moi c'est quelque chose d'important, et donc en vous présentant l'optimisation de votre recherche d'emploi, je vais faire un certain nombre de parallèles d'éléments que vous avez pu vivre. Donc c'est pour ça que je vous disais, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre tout de suite au niveau du chat et j'y répondrai à la fin de l'atelier. Alors, 5 éléments, hein, on va tâcher d'aborder 5 parties pendant cet atelier. Première partie, qui est une partie importante, vous allez voir, même si souvent on n'y passe pas assez de temps, en tout cas on va trop vite là-dessus, c'est la clarification de votre projet. Ensuite, on parlera de l'écriture de vos CV et lettres de motivation. Là, je passerai un petit peu plus vite parce qu'en règle générale, c'est des éléments qui aujourd'hui sont connus. Organisation de ça, organiser aussi un petit peu de temps à passer sur la réussite de vos entretiens. En tout cas, comment réussir à déclencher les bons leviers en entretien pour faire que le recruteur ait envie de vous faire une proposition. On est dans l'optimisation, donc vous allez voir que c'est ça que je vais chercher à faire et à optimiser. Et si on a le temps, on fera quelques retours sur la loi. En tout cas, je vous remontrerai les 24 critères de discrimination, bientôt d'ailleurs un 25e. Et pour le coup, si vous avez besoin d'aller plus loin là-dessus, vous pourrez récupérer la présentation sans aucun problème. Concernant le début, et donc clarification du projet, puisque c'est ça qui pour moi est le plus important au départ, et souvent le temps qu'on ne passe pas assez pour optimiser justement sa recherche d'emploi. Et donc on se dit qu'on est en recherche d'emploi et on recherche un peu tous azimuts. Le premier conseil qu'on vous donne via compétences égales, c'est de vous dire que à partir du moment où on est dans une démarche de recherche d'emploi, il y aura une démarche de vente à un moment donné. Et pour vendre, il faut bien se connaître, il faut bien connaître son produit. Je fais souvent le parallèle en disant que la recherche d'emploi aujourd'hui, c'est un peu comme créer une entreprise. Voilà. Sauf que votre profil, vos compétences, ce sont vos produits dans le cadre de cette entreprise. Et où, si on veut aller un peu plus loin, c'est en tant que créateur d'entreprise, vous offrez aujourd'hui des compétences à des entreprises. Et donc, vous êtes essentiellement dans une démarche qu'on pourrait appeler de type démarche B2B, avec du coup un élément qui vous permet de vous présenter à l'entreprise, qui est votre CV, et qui donc représentera votre plaquette pour obtenir un rendez-vous et réussir à un moment donné à créer une adéquation entre l'offre et la demande, qui est bien du coup un acte de vente, j'ai envie de dire, un acte en tout cas de partage avec une autre entité qui est généralement aujourd'hui une entité entreprise. Pour réussir à se connaître, si on veut simplifier là aussi des informations au maximum, il y a 4 grands domaines, hein, il n'y en aura pas plus, et c'est d'ailleurs ce qu'on analyse en règle générale dans le cadre de ce qu'on appelle un bilan de compétences. Hein. Il y a 4 grands domaines sur lesquels on avance, et là j'imagine que, je vais enlever ça, parce que là j'imagine que vous aviez un élément qui vous bloquait sur l'écran, il n'y est plus. Les 4 grands éléments, c'est 1, les connaissances techniques, 2, la personnalité, 3, les compétences comportementales, et 4,
vos facteurs de motivation. Une fois que vous êtes au clair et cohérent autour de ces 4 éléments, en termes de recherche d'emploi, derrière, vous accélérez beaucoup, puisque en fait, vous verrez que vous maîtrisez beaucoup mieux votre projet, vous le présentez mieux, et surtout, derrière, vous postulez aux bonnes entreprises, aux bons postes, parce que je fais partie de ces recruteurs qui pensent qu'il peut y avoir aujourd'hui une opportunité pour toute personne qui est en recherche d'emploi. Et d'ailleurs, pour se mettre à l'aise tout de suite, hein, alors, on dit que je suis un optimiste, mais j'espère qu'il y en a d'autres comme moi, parce que si on était tous optimistes, on mettrait en place des prophéties auto-réalisatrices, hein, et on avancerait. Mais je suis convaincu que 2021, et les analyses, hein, commencent à le donner, il va y avoir une croissance très forte au niveau mondial, et qui plus est, peut-être encore plus forte sur la France. Et donc, il va y avoir des opportunités importantes, intéressantes, qui vont s'ouvrir l'année prochaine. Du coup, comment en profiter? Bien maîtriser son propre projet. Alors, bien maîtriser son projet, en fait, c'est au départ faire ce qu'on pourrait appeler son bilan de compétences, son bilan de connaissances, son autodiagnostic. Hein. Donc, au-delà du fait que c'est un travail personnel, c'est un travail qui s'organise de cette manière-là. Et vous allez voir que ce que je vais vous donner, là, ce qu'on vous donne avec la compétence égale, ça semble tout bête, hein, sur le papier, mais il ne faut pas hésiter à passer du temps pour le faire. Plus vous passerez le temps qu'il faut ici, vous optimiserez votre recherche. Donc, c'est des tableaux à organiser pour faire ce bilan de compétences, cet autodiagnostic. Des tableaux, un tableau autour de votre formation initiale et vos formations continues, parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, un tableau concernant votre parcours professionnel et un tableau concernant votre parcours extra-professionnel, qu'on oublie régulièrement. Sur le premier élément, sur la formation, l'idée, c'est d'aller choisir effectivement et de vous rappeler et de renoter quels ont été les établissements que vous avez fréquentés et ou les centres de formation. Pourquoi? Parce que quand vous les taperez potentiellement derrière sur les réseaux sociaux, vous pourrez recréer du lien avec des personnes qui sont passées par le même type d'établissement ou les mêmes types de centres de formation. Hein. Premier élément. Ensuite, c'est des diplômes et des spécialités. Et c'est surtout des éléments qui vous ont plu et que vous avez moins aimé. Euh, Pourquoi commencer à réfléchir à ça tout de suite? Parce que il arrive régulièrement en entretien qu'un recruteur vous dise, OK, vous êtes allé, vous avez choisi telle spécialité, pourquoi? Alors, pour être tout à fait franc, son objectif, c'est pas de tout comprendre, tout savoir, tout maîtriser sur vous. Il cherche un premier élément quand le recruteur fait ça. Et donc, vous, en tant que candidat, il faut lui donner le bon manger, comme un poisson que vous pourriez nourrir. Mais en tout cas, il faut lui donner les bons éléments. Si vous lui expliquez qu'en gros, vous êtes arrivé dans un diplôme, dans une spécialité ou dans un établissement parce que vous avez trouvé de la lumière et que vous êtes rentré ici un peu par hasard, ça ne va pas plaire au recruteur, pour le coup. On ne sera pas dans une analyse correctement du pourquoi. Parce qu'il va chercher un élément et vous allez voir tout le long de l'atelier, hein, je vais vous donner 4 à 5 grandes compétences ou grandes qualités ou grandes vertus, appelons-les comme on veut, qui sont recherchées aujourd'hui par les recruteurs quand ils cherchent à recruter des personnes. Hein. Donc là, je vous donne des billes pour vous aider à vous faire intégrer. Le premier élément, c'est la congruence. Alors, au niveau psychologique, on parle de congruence, hein, c'est l'alignement entre ce que nous sommes, ce que nous voulons faire, et là où nous allons, pour le coup. Mais pour être plus simple, parlons de cohérence. Or, quand vous allez réfléchir d'ores et déjà à votre formation, il va falloir réfléchir à la cohérence entre les diplômes que vous avez choisis et l'utilité que vous avez pu avoir de ces diplômes pour votre futur ou pour ce que vous faites aujourd'hui ou dans le cadre de votre recherche. Vous ne les avez pas faits par hasard. Et il y a des éléments qui vous ont plu, que vous avez moins aimés. Pourquoi tout de suite réfléchir à ce genre de choses? Parce que c'est aussi des moyens pour optimiser derrière votre recherche. Parlons de choses très concrètes et très simples. Dans le cadre de votre diplôme, ce qui vous a plu, c'était notamment le travail en équipe. Donc travailler avec les autres sur un certain nombre d'éléments. Bien entendu, dans le cadre de l'optimisation de votre recherche, ça ne servira à rien de postuler auprès d'entreprises qui prônent le côté individualisme, le home office et surtout pas de travail en équipe. Parce que fondamentalement, intrinsèquement, c'est pas quelque chose dans lequel vous vous plairez et vous pourrez donner le meilleur de vous-même. Voilà pour le premier élément. Première chose pour créer correctement votre projet ou bien le présenter, se rappeler de son parcours, on va dire, d'établissement, de formation. Deuxième élément, le parcours professionnel.
Je ne rentre pas forcément dans le détail puisque c'est exactement le même type de tableau, si ce n'est qu'on rajoute un élément au niveau du poste. Il faut que le poste, vous puissiez le présenter d'une manière la plus simple possible, en forme de points, pour là aussi aller chercher une deuxième qualité. Hein. Je vous ai parlé au départ de cohérence pour le premier. La deuxième qualité qui est recherchée, c'est la capacité à être pédagogue, la capacité à être un bon communicant. Voilà, dans son mode de fonctionnement. Et quand vous faites un entretien, le recruteur, pour qu'il puisse prendre des notes, en tout cas, il faut l'aider à se débrouiller, à prendre des notes correctement et lui montrer que vous savez communiquer en forme de points, puisque c'est la communication, enfin Internet a apporté ça. Steve Jobs, d'ailleurs, le premier a apporté ça en disant qu'on communiquait à chaque fois sur 3 éléments et pas plus. Et au niveau de votre poste, il faudra faire pareil. Alors, vous communiquez sur 3 à 5 éléments, parce que depuis, on a un peu évolué, on arrive. Alors, vous voyez, par contre, j'utilise des chiffres impairs, hein, mais on communique sur 3 ou 5 éléments sur chacun des postes. Alors, nous, on vous a choisi les 5 qui sont écrits hein, sur le document. Après, ça peut être très personnel et vous pouvez choisir de présenter les choses de manière différente. Mais ce qu'on vous a mis, c'est 1, le contexte, 2, les objectifs, les moyens qui étaient à votre disposition, les résultats que vous avez obtenus et la valeur ajoutée que vous avez apportée dans l'entreprise ou la valeur ajoutée que l'entreprise vous a apportée dans le cadre de votre projet au fur et à mesure, ce que vous avez appris en gros en travaillant dans cette société. Pourquoi c'est très important de réfléchir à ça tout de suite? Parce que plus vous serez capable de faire des parallèles avec l'entreprise pendant les entretiens et ou quand vous êtes en train de postuler avec des contextes que vous avez déjà connus, plus vous allez sécuriser votre recruteur en lui indiquant que vous avez connu des éléments sur lesquels il peut assez facilement faire le parallèle avec sa propre entreprise. Et donc, quand on intègre une société, il y a toujours un contexte. Hein. Le contexte, il peut y avoir contexte de difficulté ou au contraire de la réussite, de l'hypercroissance. Et ça apporte toujours des enjeux à un moment donné dans une entreprise. Hein. Les contextes donnent des enjeux. Et donc, vis-à-vis de ces enjeux, vous vous fixez ou on vous fixe des objectifs. Donc ça, c'est très important de prendre le temps sur votre parcours professionnel, d'aller être capable de catégoriser les informations de cette manière-là, de manière à pouvoir les communiquer de la manière la plus simple et la plus impactante possible vis-à-vis de vos interlocuteurs. Et ensuite, troisième tableau, pour toujours votre autodiagnostic, hein, c'est cette fois-ci votre parcours extra-professionnel. Donc certaines personnes ne passent pas de temps à réfléchir à ça. Or, on considère, dans le cadre de votre recherche ensuite et de l'optimisation, que c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi parce qu'en fait, quand on s'intéresse à son parcours extra-professionnel, on va s'intéresser bien entendu à ce qu'on a fait, les domaines dans lesquels on s'est retrouvé, c'est-à-dire que ce sont des domaines du coup qui nous plaisent, dans lesquels on prend du plaisir, dans lesquels on s'engage de manière plus facile, en tout cas plus simple. C'est plus facile pour nous, on a envie d'y aller. Et en règle générale, on obtient des performances supérieures. Par ailleurs, quand on est dans un parcours extra-professionnel, notamment dans des associations, quand on s'engage dans un bureau d'association, dans le conseil d'administration, souvent les postes se répartissent entre les personnes en fonction, là aussi, de leur qualité plus ou moins naturelle. Et donc, on obtient des responsabilités qui sont souvent en lien avec qui nous sommes. Ça ne veut pas dire que ça nous représente exactement. En revanche, ça nous donne, quand on y a réfléchi, quand on a fait ce type de tableau qu'on est en train de vous partager, ça nous donne des billes en entretien pour donner des exemples concrets de telle ou telle personnalité qu'on a envie d'expliquer aux recruteurs ou en tout cas de répondre à un certain nombre d'idées que la personne met derrière tel ou tel poste. Là aussi, je vous donne un exemple concret, comme ça va vous parler. Vous êtes en train, ou vous voulez démontrer à un recruteur que vous êtes une personne organisée, que vous aimez planifier les choses, que vous êtes un bon gestionnaire. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir utiliser vos parcours professionnels pour montrer ce genre de choses et des éléments très concrets de votre parcours professionnel. Mais si en plus, dans le cadre d'association, vous avez été trésorier à un moment donné d'une association, vous allez pouvoir, pendant l'entretien, et ou de manière détournée, on verra tout à l'heure comment on peut le faire, mais vous allez pouvoir placer que par ailleurs, dans telle ou telle association, vous avez été nommé trésorier par les autres parce qu'on vous reconnaît ces qualités à un moment donné d'organisateur, de gestionnaire, de personnes qui planifient les éléments. Et donc là aussi, un parcours extra-professionnel, toujours des choses qui vous ont plu, que vous avez moins aimé. Pourquoi faire ces 3 tableaux? Donc,
pour ceux qui ont déjà fait, hein, qui participent aujourd'hui ou qui ont déjà fait des bilans de compétences, en gros, on vous fait travailler sur ce genre de choses plusieurs heures d'affilée, mais c'est à peu près les mêmes éléments. Pourquoi vous travaillez là-dessus? En fait, qu'est-ce qu'on cherche à vous faire redécouvrir ou découvrir sur vous? C'est un, vos zones de plaisir et deux, vos zones d'effort. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que grâce à vos zones de plaisir, vous allez vous dire à un moment donné, bah, tiens, là-dessus, je prends plaisir. Et en réalité, quand on prend plaisir, on sait qu'on s'engage plus. On sait que finalement, on arrive à réussir ce qu'on est en train de faire. Donc, plus vous allez vous interroger à vos zones de plaisir, sur vos zones de plaisir, plus vous allez réussir là aussi à orienter vos efforts dans des, on va dire dans des métiers ou dans des secteurs sur lesquels vous allez vous investir, sur lesquels vous allez prendre réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Au-delà de ça, le fait de vous intéresser dans le cadre de votre autodiagnostic à ce qui vous a plu, ce que vous avez moins aimé, vous allez forcément vous poser des questions sur vos propres mécaniques de comportement, sur vos moteurs d'action et vos leviers d'engagement. Or, pendant un entretien de recrutement, le recruteur ne cherche à analyser que ces éléments-là. Il cherche à comprendre pourquoi vous passez de tel ou tel, dans tel ou tel poste, comment vous réagissez dans telle ou telle situation, parce qu'en fait, il va faire le parallèle avec sa propre situation, hein, ce que j'appelais tout à l'heure le contexte, les enjeux, et donc il va chercher à comprendre votre mécanique, en tout cas ce que lui considère comme votre mécanique de comportement. Alors, ça ne veut pas dire que, à titre personnel, je considère que tous les gens, entre guillemets, sont des robots et reproduisent toujours la même chose. En revanche, quand je suis en mode optimisation de ma recherche d'emploi, je me mets à la place du recruteur et je me dis que le recruteur, potentiellement, il pense comme ça. Voilà. Il se dit que dans le passé, vous avez réagi de telle ou telle manière, c'est telle ou telle chose qui vous ont donné envie de vous investir. En gros, il va vérifier si chez lui, vous allez avoir le même type de réaction parce que vous allez vous retrouver en face de même type de manager ou de même levier d'engagement dans l'entreprise. Donc, très important pour vous de vous poser ces questions-là en faisant votre autodiagnostic, puisque de toute façon, vous les retrouverez dans le cadre de vos entretiens. Une fois que vous avez fait tous les éléments qu'on vient de donner, et seulement à ce moment-là, vous pouvez définir vos projets. Alors là, il y a deux grandes écoles sur les projets. Il y a des écoles qui vous disent qu'il faut avoir un seul projet dans la vie entre guillemets, quand vous écrivez votre projet, parce que vous vous engagerez à fond dans ce projet et vous n'aurez pas d'échappatoire. Et puis il y a une autre école qui dit qu'il faut en avoir trois. Alors moi, pendant très longtemps, mais c'est la jeunesse qui fait ça. Je considérais qu'il en fallait qu'un seul, et c'est pour ça que j'avais créé une entreprise, et surtout, je l'ai créée à la fin de mes études, en me disant, de toute façon, j'ai pas d'autre échappatoire que de faire ça. Avec un peu plus de recul, et en voyant le monde dans lequel on vit, qui est un monde quand même, il faut se le dire, plutôt incertain, même si je suis convaincu que l'année prochaine va être une super année de croissance, le monde reste incertain. Je considère qu'il faut avoir trois projets quand vous avez fait ce travail-là. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut avoir ces trois projets. Et ces trois projets différents. Il faut qu'il y ait un projet simple. Voilà. Ce que j'appelle un projet simple, c'est un projet où, en gros, vous êtes quasiment certain d'obtenir un rendez-vous avec un recruteur en postulant. Vous savez que vous allez plaire. Et je sais pourquoi j'utilise ce terme plaire. Je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Mais vous savez que ça va matcher et que vous allez obtenir, à un moment donné, plus facilement que sur d'autres, une réponse positive. Il faut un deuxième projet, qui est le projet qui vous correspond aujourd'hui, en fonction de votre parcours. C'est celui qui est le plus cohérent, je reviens sur ce terme-là, le plus cohérent par rapport à votre parcours et par rapport à ce que vous avez vous aussi envie de faire, et donc quelque chose qui vous correspond bien. Et un troisième projet, qu'on pourrait appeler ou qualifier un peu de projet Dream, voilà, c'est un projet où vous vous dites, a priori sur le papier, je ne peux pas aujourd'hui aller vers ce projet-là, même si fondamentalement ça m'intéresse, parce que je sais qu'avant moi, il y aura des personnes qui, là aussi, a priori, correspondent plus que moi sur le papier et seront beaucoup plus facilement contactées. Donc, bien entendu, le projet sur lequel il faut passer le plus de temps, c'est le projet numéro 2. C'est le projet du milieu, c'est votre projet, on va dire, qui correspond le plus, qui est le plus efficace. Voilà. Vous serez en tout cas le plus efficace. Pourquoi pas passer
Dream, parce que je sais que souvent j'ai cette question-là, tout simplement parce que je suis dans un atelier de optimisation de sa recherche d'emploi et que si vous passez 80% de votre temps sur un projet où vous avez 5% de chance d'obtenir une réponse positive, vous allez vous épuiser à travailler sur quelque chose qui pour le moment reste un rêve. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que dans le cadre de votre organisation, ça doit faire partie des choses que vous faites, j'ai envie de dire, limite dans vos heures de loisirs, hors heures de recherche d'emploi ou en fin de journée en vous disant tiens, j'avais vu cette offre, je me la suis mis de côté, je vais répondre en fin de journée parce que je tente ma chance. Voilà, au loto, il paraît que tout le monde doit tenter sa chance. Bon, moi, je ne joue pas au loto, mais il paraît qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une grosse cagnotte de 200 millions d'euros. Voilà, je fais passer le message. J'en étais à ces trois projets et je reviens du coup sur le projet numéro 1, qui est le projet qu'on pourrait appeler basique. Et souvent, les personnes me disent, mais moi, pourquoi je vais postuler à ça si je sais que fondamentalement, ça ne m'intéresse pas. Quand je dis ça, je me fais taper dessus par les recruteurs. Je suis désolé s'il y en a qui écoutent ça, je vais encore me prendre des messages. Mais ce n'est pas grave, j'assume à chaque fois ce que je dis. Il faut que vous ayez ce type de projet pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous avez une réponse positive de la part d'un recruteur ou d'une entreprise, vous êtes meilleur en entretien. Alors non pas que vous êtes meilleur tout seul, hein, mais vous êtes meilleur pour deux éléments. Et ces deux éléments très psychologiques, mais qui fonctionnent à chaque fois. Un, vous êtes meilleur parce que vous avez plus confiance en vous. Le fait d'avoir une réponse positive vous donne plus confiance. Et deux, et ça c'est très moche ce que je vais dire, mais je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou pas bien. Hein. Je dis juste la vérité, malheureusement, c'est ce qui se passe. Quand vous êtes en face d'un recruteur, si vous avez une réponse positive de votre côté, ce recruteur aura plus envie de vous séduire. Parce que il aura ce petit défi, ce petit challenge de vous vendre lui aussi, à un moment donné, son entreprise. C'est ce qui explique d'ailleurs ce phénomène psychologique que j'accuse, voilà, sur lequel je ne suis pas d'accord, mais qui est malheureusement comme ça, de beaucoup de personnes dans pas mal d'entreprises, hein, managers, recruteurs, voilà, qui considèrent que quelqu'un qui est en poste est plus bankable, oui, plus, on va dire, du coup, recrutable qu'une personne qui serait en recherche d'emploi. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir ces trois projets, avec ce projet facile qui vous permet en fait d'avoir potentiellement une promesse d'embauche et ou des propositions d'emploi qui vous permettront d'être plus en confiance quand vous êtes en face d'un recruteur et qui vous permettront notamment de tenir le discours. C'est de la vente inversée, de tenir le discours en disant voilà, aujourd'hui, bon, moi, effectivement, j'ai une opportunité, je suis plus intéressé par vous pour telle et telle raison. Alors, là, je sais qu'il y a des personnes qui, derrière leur écran, se disent oui, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Alors, je sais que là, je vais vous faire hurler, mais tout à l'heure, j'ai fait le parallèle avec la création d'entreprise. On peut faire le parallèle aussi avec la séduction, parce que dans l'acte de recrutement, il y a une partie séduction. Et je vais vous donner une phrase qui va vous faire réfléchir juste avant que je prenne le slide juste après. C'est qu'on n'est jamais plus séduisant que quand on est marié. Voilà. Et c'est ce qui se passe malheureusement, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est ce qui se passe malheureusement sur la partie emploi et la partie recrutement. J'en ai fini avec cette partie projet. Ça paraît tout bête, hein, ce que je viens de dire, mais je vous assure que c'est la partie la plus importante dans le cadre de votre recherche d'emploi pour optimiser votre recherche d'emploi, bien travailler votre projet pour être capable de créer votre pitch d'une minute, votre présentation qui va vous permettre d'être impactant et d'être impactant d'ailleurs pas que sur les réseaux. Hein. Alors là aussi, j'ai souvent la question, mais du coup, quand on a trois projets, quel est le projet qu'on met en avant sur les réseaux? C'est votre projet numéro 2. C'est celui qui vous correspond le plus. Parce que pour le Dream, vous allez pouvoir faire des recherches, on va dire, personnalisées ou des candidatures personnalisées auprès des entreprises. Et pour le basique, j'ai envie de dire que ce sera très facile, vu que vous avez un profil qui est peut-être un petit peu plus dimensionné encore que ce poste-là. A priori, c'est assez simple d'obtenir le rendez-vous. J'arrête avec cette partie projet et s'il y a des questions, on pourra le reprendre. Concernant maintenant CV et lettre de motivation. Alors, on le fait exprès, hein, on écrit CV et lettre de motivation sur cette page. Et tout de suite, j'ai envie de vous dire, en réalité, il aurait fallu écrire CV avec un S et lettre de motivation, limite. On aurait pu la barrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, cette lettre de motivation, aujourd'hui, elle n'est pas lue. Ce qui est lu, c'est votre CV. Si le CV passe la première étape de lecture, heureusement, il y a encore quelques recruteurs qui lisent, mais franchement,
Je préfère le dire, il y en a très peu, mais comme n'importe quelle personne, voilà, on lit malheureusement. Alors, j'espère que je ne fais pas partie de ça, parce que moi j'aime bien les lettres de motivation, mais les recruteurs en règle générale ne prennent pas le temps, ne prennent plus le temps de lire les lettres de motivation. Quand le CV passe la première barrière, la chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils appellent la personne pour comprendre l'acte de candidature. Parce que les recruteurs ont tellement eu l'habitude de recevoir beaucoup de candidatures qui, pour certaines, des personnes postulaient sur plein de postes sans être bien au courant du poste dans lequel ils postulaient directement, qu'ils préfèrent aujourd'hui appeler. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, là aussi, de chiffres, puisque j'ai dit que j'avais du franc-parler, que je disais les choses sans détour. Rien que dans notre cabinet, on reçoit 180 000 CV par an pour faire entre 1500 et 2000 recrutements. Voilà, ça dépend des années. Mais voilà, entre 1500 et 2000 recrutements pour 180 000 CV reçus en moyenne chaque année. Donc, ça ne veut pas dire que de notre côté, on écarte tout le monde. C'est pas ce qui se passe. C'est qu'il y a un grand nombre de personnes contactées qui finissent par nous dire non, effectivement, ce poste ne me correspond pas après présentation, même si c'est potentiellement écrit sur l'annonce. Après présentation, je me rends compte que ce n'est pas fait pour moi. Donc, CV avec un S et lettre de motivation, on va voir comment, parce qu'on peut transformer le système pour que vous puissiez optimiser là aussi votre recherche. Donc, votre CV, d'abord, c'est une plaquette de votre projet. Et donc, comme n'importe quelle plaquette pour quelqu'un qui serait en création d'entreprise, surtout, cette plaquette, elle ne dit pas tout. Donc là, je réponds tout de suite à des questions qu'on peut avoir de personnes qui me disent « Moi, mon CV, j'ai 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, on me demande de faire sur une page, etc. » En fait, on peut toujours trouver le moyen de faire un CV sur une page, à condition, bien entendu, de ne pas tout mettre. Et c'est bien l'objectif. Si vous écrivez tout sur votre plaquette en tant que créateur d'entreprise, j'ai fait une plaquette où j'ai mis toutes les informations. En fait, la personne, le chef d'entreprise qui reçoit cette plaquette se dit ok, le jour où j'ai vraiment besoin, j'appellerai potentiellement cette personne. Et il va se mettre la plaquette d'un côté. Et les plaquettes, en fait, rapidement, elles vont se mettre les unes sur les autres et il va oublier potentiellement cet offreur de service. Si en revanche, vous ne mettez pas toutes les informations, mais vous mettez les quelques informations qui vont faire tilt, on peut parler véritablement de ça vis-à-vis de la personne qui est en train de lire, en choisissant les bonnes informations, cette personne, vous vous dites, qu'est-ce que je veux obtenir? C'est non pas d'être recruté, c'est obtenir un coup de fil. Et donc, votre CV, il doit donner envie au recruteur de prendre son téléphone et de vous appeler. Et donc pour ça, il doit être présenté un peu comme un journal avec des articles, articles compétences, des articles mission, objectifs, résultats. Là, je rentre pas dans le détail, mais parce que je vous les ai donnés tout à l'heure dans le tableau. On est bien dans le contexte, les missions, les actions et résultats que vous avez déjà travaillé. Mais donc, pour qu'il soit et pour qu'il fonctionne le CV, vous devez mettre un titre et n'hésitez pas aussi à utiliser des sous-titres. Donc, le titre, ça peut être le titre du poste auquel vous postulez. Et les sous-titres, ça peut être des éléments récupérés dans l'annonce qui doivent donner envie aux recruteurs de lire un petit peu plus le CV et surtout de vous appeler. Je vais vous donner aussi des exemples concrets. J'en sais rien, sur l'annonce, c'est écrit que l'entreprise recherche un bac plus 5, qui aurait un minimum de 2 ans d'expérience dans je ne sais pas trop quoi, et qui connaît ou qui aurait travaillé dans le secteur de l'hydroélectrique. Imaginons que vous avez les trois. Et que vous vous dites j'ai les trois, c'est super, donc j'envoie mon CV. N'attendez pas et ne pensez pas que le recruteur il va tout de suite se rendre compte en lisant votre CV que vous les avez. En revanche, si vous voulez être sûr qu'il le voit, vous le mettez tout de suite en haut. Vous mettez le titre du poste, bac plus 5, je ne sais plus ce que j'avais dit comme deuxième compétence, et troisième, maîtrise ou connaissance du secteur hydroélectrique. Et en fait, tous ces éléments sont en haut et donnent aux recruteurs l'envie d'aller lire le reste. C'est du marketing, c'est de la com, mais je reviens sur les qualités qui étaient attendues tout à l'heure par les recruteurs. C'était la deuxième. J'ai parlé de congruence au départ, en tout cas de cohérence. Voilà. Et deuxième, c'était la partie pédagogique, c'était la partie communication. Donc votre CV doit représenter cette capacité que vous avez à communiquer de manière simple et de manière impactante. Les 5 principes du CV, je vais passer très vite là-dessus parce qu'ils sont connus en règle générale. 1, toutes les mentions qui ne sont pas en lien avec les compétences peuvent être enlevées. Alors, c'est quoi toutes les mentions qui ne sont pas en lien avec les compétences? Ça va être essentiellement vos mentions personnelles du type votre adresse, par exemple,
nationalité, bien entendu, enfin, tous ces éléments qui sont des éléments qui rentrent dans les CV type dit CV anonyme ou anonymisé. Pourquoi l'adresse, par exemple, il ne faudrait pas la mettre? Là aussi, hein, mettez-vous toujours, hein, je reprends toujours cet exemple-là, mettez-vous à la place du recruteur. Je vais vous donner là aussi un exemple concret. Vous êtes, moi je suis à Lyon aujourd'hui, c'est la fête des Lumières. Voilà. J'espère que d'ailleurs je vais être éclairant, que je suis éclairant dans ce que je vous dis. Vous êtes à Lyon et vous postulez à un super poste qui vous intéresse à Paris. Et vous avez laissé votre adresse personnelle, qui est une adresse lyonnaise. Vous avez peut-être un super profil pour le poste, mais peut-être que le recruteur qui est en train de recevoir votre CV se dit en voyant votre CV, alors il discrimine quand il fait ça, mais il ne le sait pas. Bon, il est hors la loi. Là non plus, il ne le sait pas. Et il ne le fait pas méchamment. En revanche, en recevant votre CV, il se dit, ah mince, super profil, mais il habite à Lyon. Ça va être compliqué quand même, le pauvre, organiser un déménagement, etc. Tout ça juste pour ce poste. C'était peut-être le poste de vos rêves et vous aviez peut-être une possibilité, parce que vous avez peut-être une adresse ou un oncle, une tante, tout ce que vous voulez, qui pouvait vous héberger sur Paris le temps de rechercher un logement. Enfin, en tout cas, pour vous, il n'y avait pas de problème de mobilité. Vous l'avez peut-être même écrit sur votre CV. Vous avez peut-être écrit mobile nationalement, etc. Sauf que c'est le frein du recruteur qui va tout seul, qui va se mettre et qui va faire que vous obtenez pas le poste. Si vous n'aviez pas mis l'adresse, il ne se serait pas posé la question. Voilà, vous avez éludé une information pour vous éviter d'être écarté ou d'être appelé en second, voilà, sur un élément qui n'était pas obligatoire de toute façon sur le CV. Deuxième principe sur le CV, soyez à l'aise avec ce que vous mentionnez et ne mentionnez que des éléments avec lesquels vous pouvez parler avec facilité. S'il y a des trous sur le CV, alors peut-être tout à l'heure, en plus vous n'êtes pas très très nombreux, donc on pourra, souvent on a ce type de questions, donc on pourra échanger en off pour le coup, quand ce sera plus filmé, mais il y a des trous sur votre CV, il y a un certain nombre de choses, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, donc on pourra voir tout à l'heure, parce que d'une personne à l'autre, les éléments sont différents, mais on pourra voir comment est-ce qu'on présente ça sur un CV de manière très simple. Voilà, et pour que vous soyez à l'aise avec la présentation. Et souvent, en fait, on est tellement pas à l'aise avec sa propre présentation qu'on est sur le quatrième point. On donne des billes pour donner l'impression de se justifier sur son CV et on se crée tout seul le problème. Souvent, pour faire un peu d'humour, je dis qu'on a tous tendance à faire ça, à faire de ce qu'on j'appelle de la podologie balistique. Pan, on se tire une balle dans le pied tout seul, à mettre des éléments sur le CV parce que pour nous, c'était un frein. Pour nous, c'est quelque chose de compliqué, c'est notre propre croyance limitante. Et en effet miroir, on la donne au recruteur à un moment donné parce que pour nous, elle est embêtante, on ne savait pas comment la présenter et on donne une bille au recruteur pour que le recruteur, lui, perde potentiellement confiance sur tel ou tel élément. Et ça rejoint du coup le troisième point. Plusieurs d'entre vous vont faire pendant ces quelques jours des entretiens individuels avec des consultants. Et souvent, la première question qui arrive, et c'est drôle parce que c'est quasiment tout le temps. Alors, après, j'ai un CV atypique. Voilà, ça, c'est la première. J'ai un parcours atypique. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous pensez de mon CV? Est-ce que mon CV, il est bon? Or, alors on peut toujours dire s'il est joli, voilà, ça c'est une question d'esthétique, et d'une personne à l'autre, ce sera potentiellement différent, mais il n'y a pas de mauvais, dites-vous qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon CV. Il y a toujours un CV qui vous ressemble. Et le CV qui vous ressemble, c'est le CV qui doit vous permettre à un moment donné d'avoir le poste, là aussi, qui vous ressemble et sur lequel vous allez le plus prendre de plaisir dans l'entreprise. Et dernière chose, sur les 5 principes fondamentaux, soyez factuel sur le parcours et les périodes. Alors, quand je dis ça, c'est qu'une des bases, bien entendu, de la relation avec le recruteur, c'est la confiance. Or, si vous avez eu 2 expériences ou une expérience qui a été j'en sais rien, décembre 2008 à janvier 2009, si vous écrivez sur votre CV 2008-2009, sans que apparaisse qu'il y avait un CDD de 2 mois ou la période où potentiellement le recruteur, s'il le découvre par lui-même, pourrait avoir tendance à penser que vous avez essayé d'abuser de sa confiance. Donc soyez factuel sur les éléments. Si vous pensez que ça peut vous jouer des tours, il faut rester suffisamment flou
Voilà. Mais pour pas que ça paraisse comme quelque chose de malhonnête. Donc tout à l'heure, d'ailleurs en off, si vous voulez aussi, on pourra peut-être échanger sur ce type de questions parce que c'est aussi des questions qui reviennent régulièrement. La lettre de motivation, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle n'existait pas. En tout cas, qu'elle était plus lue, malheureusement. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus la faire, hein. En revanche, ce que souvent j'invite en fait à faire aujourd'hui, c'est d'envoyer ce qu'on peut appeler un mail d'accompagnement. Et ce mail d'accompagnement se construit de la même manière que la lettre de motivation quand on postule. C'est un mail d'accompagnement avec au départ, et c'est ce que je vous ai mis sur la droite, c'est la compréhension de la problématique qui est actuellement dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément une information sur l'entreprise, hein. Dans la lettre de motivation, auparavant, voilà, on nous disait vous êtes l'acteur majeur de je ne sais pas trop quoi, etc. Bon, tout ça, c'est terminé. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va attendre, c'est que vous montrez que vous avez compris quelle était la problématique actuellement de l'entreprise. En tout cas, quels sont les enjeux de l'entreprise en ce moment. Et donc ça, vous les avez via les annonces. Vous les avez aussi en allant sur le site internet, sur l'actualité de l'entreprise, etc. Et quand ça passe par un cabinet, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, hein, souvent le cabinet met malgré tout des éléments autour du contexte qu'on va retrouver soit dans les qualités attendues, la résilience, voilà, si on commence à vous écrire qu'on a besoin de personnes qui sont résilients, donc qui sont capables de rebondir face à l'adversité, etc. Dans la problématique, c'est le monde actuel. Enfin, vous connaissez actuellement une période d'incertitude, et en gros, derrière, comment je vais accompagner le lecteur dans son achat. Donc, c'est ensuite que je peux me présenter très rapidement dans ce mail d'accompagnement en expliquant en quoi l'entreprise à répondre à ces enjeux. Voilà, voit sa problématique. Une fois que j'ai fait ça, dans le mail d'accompagnement, je dis ok, a priori, je comprends votre problématique, je corresponds à cette problématique. À quel moment est-ce que je peux vous appeler pour en parler? Et il ne faut pas hésiter à avoir cette audace-là. Il y a beaucoup de personnes qui, je regarde l'heure plutôt que je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça pourrait être un peu trop audacieux de présenter ça. Là, moi, la réponse en tant que recruteur, pas du tout. En revanche, quand on écrit, par exemple, dans un mail d'accompagnement, qu'on va prendre contact avec le recruteur dans 3 jours, 4 jours, dans une semaine, en fonction du mail qu'on a envoyé, on le fait. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est importante, je reviens là-dessus tout à l'heure, la cohérence entre ce que je dis et ce que je fais, la manière dont je l'assume. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler le mail d'accompagnement quand vous postulez. Or, à la lettre de motivation, même si elle n'est plus lue aujourd'hui, en tout cas en amont, elle existe toujours. Mais elle existe après l'entretien. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je sais que les recruteurs, notamment, ne communiquent pas assez. Mais quand vous sortez d'un entretien, récupérer en tout cas l'email du recruteur pour pouvoir lui envoyer une lettre. Alors, on va parler de lettre de remerciement suite à l'entretien, mais en réalité, c'est une lettre de motivation. Et c'est là qu'elle a tout son intérêt. C'est-à-dire qu'en amont, se montrer motivé pour quelque chose sur lequel vous n'aviez pas suffisamment d'informations, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pour moi, c'est un mail d'accompagnement, voilà, de votre candidature. En revanche, la lettre de motivation, elle vient après. Vous venez de passer l'entretien. Dans l'idéal, j'ai envie de dire 2 heures entre demi-journée ou le lendemain au maximum qui suit votre entretien, vous renvoyez un mail au recruteur en le remerciant bien entendu de l'échange, mais surtout, parce que s'il n'y avait que ça, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas qu'il y ait que les remerciements, ça ne suffirait pas. Au-delà du fait que vous avez remercié le recruteur pour optimiser vos chances d'obtenir, en tout cas, et d'avancer dans le processus, il faut reprendre les enjeux. Voilà. Grâce à l'échange, j'ai mieux compris quels étaient les enjeux aujourd'hui de l'entreprise. Et voilà en quoi je reste convaincu que je peux y répondre. Et vous remettez des éléments qui viennent expliquer votre candidature. Et souvent, dans l'idéal, pour que ça fonctionne, vous remettez ces éléments en 3 points. Voilà. Et quel est l'intérêt en fait de ce mail-là? C'est pas forcément de redonner des points que vous avez peut-être d'ores et déjà donnés ou que vous aviez commencé à donner pendant l'entretien avec le recruteur. En revanche, vous êtes en train d'aider la personne qui vous a reçu en entretien à transférer en interne, puisque c'est souvent ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez plusieurs entretiens en entreprise. Vous l'aidez à accompagner lui, le recruteur, vous l'aidez à accompagner l'autre dans votre achat, dans l'achat de votre profil en interne. Donc, vous êtes en train d'influencer le recrutement, vous êtes en train d'optimiser votre recherche d'emploi pour obtenir une réponse
plus facilement de la part de l'entreprise. C'est là que la lettre de motivation, ou lettre de remerciement, après appelons-le comme on veut, a tout son intérêt suite à l'entretien. Les sources d'informations pour votre recherche d'emploi, et là, je vous laisserai le découvrir en récupérant le document. Il n'y a qu'un élément qui, pour moi, est important sur ce slide-là, c'est qu'il faut faire votre choix. Il y a beaucoup trop d'informations aujourd'hui dans votre recherche d'emploi et vous pouvez passer tout votre temps à chercher et pas à trouver. Et donc, comme moi, je suis un pragmatique, pour le coup, là-dessus, je dis il vaut mieux passer du temps à trouver que à chercher. Et dans le cadre de votre recherche d'emploi, privilégiez les deux job boards, par exemple. Un job board, j'en sais rien, un type Monster, Cadre Emploi, Indeed, qui est un métamoteur. Donc l'avantage, c'est que il va aller chercher des offres d'emploi sur des tas de sites différents. Mais en tout cas, vous en privilégiez deux, voilà, pas plus. Idem, vous vous mettez sur deux CVTech. Les CVTech, c'est des endroits où vous allez déposer votre CV et où vous allez mettre les bons mots-clés pour que les recruteurs puissent vous faire ressortir quand ils sont en train de vous rechercher. Mais une fois que vous avez fait ça et que vous mettez à jour régulièrement votre CV sur les CVTech, stop. Ah, le reste de vos recherches, enfin dites-vous en tout cas que ça correspondra à 80% de vos recherches. Vous pouvez chercher des heures et des heures sur tous les sites possibles. Vous verrez que vous retrouverez quasiment toujours les mêmes annonces, puisque la plupart des entreprises aujourd'hui font ce qu'on appelle de la multidiffusion. Sur la recherche d'emploi, voilà, mettez à jour régulièrement votre candidature. Comme vous pourrez récupérer le document, je ne vais pas spécialement insister là-dessus. Concernant les réseaux sociaux, là, je vais insister que sur un élément. Donc, bien entendu, être présent, en tout cas sur les réseaux sociaux. Bien entendu, plutôt les réseaux sociaux dits professionnels pour la recherche d'emploi et privilégier des réseaux qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés. Et bien entendu, je ne peux pas passer à côté de LinkedIn, qui est le réseau le plus utilisé aujourd'hui au niveau professionnel. Et dans le cadre de ce réseau, soyez acteur dans les prises de contact. Là aussi, hein, alors je sais qu'il y a des personnes qui sont derrière leur écran et qui se disent oui, mais quand même, je ne veux pas déranger. Partez du principe que vous avez déjà un nom de la part de la personne ou que cette personne, de toute façon, potentiellement, elle peut d'ores et déjà dire qu'elle a été dérangée. Quand vous la contactez, si vous la contactez simplement pour lui demander quelque chose, potentiellement vous pouvez la déranger. Si vous la contactez avec beaucoup de confiance en vous, en tant qu'offreur de compétences, en tant qu'offreur de votre talent, d'un service véritablement à l'entreprise, dites-vous que vous ne la dérangez pas. Vous êtes en train potentiellement d'apporter de la valeur dans cette société, parce que c'est ce qui se passe. Vous avez de la valeur à apporter à un moment donné à telle ou telle entreprise. Donc, n'hésitez pas à être audacieux dans votre prise de contact et être acteur dans les prises de contact. Alors là aussi, hein, tout à l'heure, je pourrais donner, si j'ai quelques questions, quelques idées pour contacter, mais il y en a des tas hein, d'idées de contact vis-à-vis des entreprises. Et ça peut être, j'en sais rien. Alors là aussi, hein, je vais peut-être parler de choses qui pourraient fâcher certaines personnes et qui pourraient dire, oh, il est en train de nous dire qu'il faut mentir. Non, je ne dis pas qu'il faut mentir. Je dis que vous êtes en train d'optimiser votre recherche d'emploi et donc que vous pouvez influencer positivement le recruteur. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un recruteur, il avait en tout cas, il avait besoin de défis potentiellement pour avoir envie de séduire une personne. Demain, vous voulez postuler chez AXA. Pour parler de l'assurance, hein, voilà, un des moyens pourrait être d'approcher un manager et ou un RH de chez AXA en lui disant, voilà, j'ai reçu, je suis en train d'avancer sur un processus de recrutement avec Allianz, par exemple, sur tel ou tel poste. Or, il se trouve qu'en regardant les valeurs des deux entreprises, j'ai l'impression de me retrouver beaucoup plus dans les valeurs d'AXA. À quel moment pourrions-nous échanger pour que je puisse faire le bon choix? Alors, bien entendu, je sais qu'il y a certaines personnes qui, derrière leur écran, sont en train de hurler au scandale, ont un recul énorme dans ce que je suis en train de dire. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure que j'avais voilà, mon objectif ici, c'est d'influencer positivement le recruteur pour optimiser
votre recherche d'emploi. Et donc, je ne suis pas forcément en train de mentir, si notamment, je suis en train d'enjoliver un peu la idée, mais si notamment vous avez envoyé un CV chez Allianz. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez été contacté, mais vous pouvez dire que vous êtes en process avec Allianz parce que vous avez envoyé votre CV là-bas. C'était un exemple. Dans le cadre de votre recherche d'emploi, toujours sur le côté optimisé, hein, et je vois qu'il nous reste une demi, donc je vais essayer d'aller assez vite. Ne perdez pas votre temps, bien entendu, à répondre à toutes les offres. Souvent, la règle qu'on donne, c'est est-ce que je réponds en gros à 2/3 des critères de l'offre. Si c'est le cas, je sais que je peux passer du temps à répondre parce que j'ai beaucoup plus de chances d'être retenu. Alors, ça ne veut pas dire que je ne réponds pas aux autres. Hein, tout à l'heure, je le disais, et les projets Dream, etc., il faut y aller. En revanche, dans le cadre de l'organisation de votre temps de recherche, là aussi, hein, moi, je suis un fervent défenseur de l'organisation. En fait, on passe du temps sur des offres au départ qui nous correspondent véritablement et sur lesquelles on sait qu'on peut avoir un retour positif plus facilement. Concernant l'entretien, quelques éléments là aussi à vous partager avant qu'on puisse commencer les échanges et que je puisse répondre aux questions. Premier élément, donc je crois qu'on vous partage 4 ou 5 règles. Hein. La première règle, renseignez-vous sur l'entreprise et pas uniquement en regardant les infos du site internet. Souvent, les infos du site internet sont un peu vieilles, entre guillemets, et donc n'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn de l'entreprise et ou sur un blog, s'il y a un blog qui est fait par l'entreprise, ou par le dirigeant, parce que vous aurez des informations beaucoup plus d'actualité, des informations beaucoup plus mises à jour. Et donc là aussi, hein, toujours dans l'optimisation de votre recherche, si pendant l'entretien, vous êtes capable de donner des éléments qui vont parler au recruteur ou au manager, enfin en tout cas à la personne qui vous reçoit en entretien, parce que c'est les choses qui sont en train de vivre actuellement, il vous projettera beaucoup plus facilement, bien entendu, dans l'entreprise. Deuxième règle au niveau de l'entretien, préparer cet entretien. Alors là aussi, hein, il y a des personnes qui parfois nous disent, quand on est en entretien individuel, mais moi j'ai passé 2 heures, 3 heures, une journée à préparer cet entretien, et puis quand je suis arrivé en entretien, du coup ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Et oui, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, préparer un entretien, ça veut pas dire se dire, ok, je prépare toutes les questions que va me donner le recruteur. D'autant que le recruteur, et c'est ce que vous avez sur le côté, il n'attend pas une personne parfaite en face de soi qui a préparé toutes les réponses à toutes les questions de manière, en tout cas avec le côté par cœur. S'il a ça, il sentira potentiellement qu'il y a un loup. Et vous verrez qu'en fait, il ira appuyer sur des éléments avec un contenu émotionnel pour voir comment vous allez vous comporter dans quelque chose sur lequel il va venir un petit peu vous stresser. Et ça ne veut pas dire qu'il vous veut du mal hein, quand le recruteur il fait ça. Hein. C'est simplement, mettez-vous là aussi toujours à sa place. Son travail à lui, c'est de trouver la bonne personne pour l'entreprise. Or, tout le monde, et c'est psychologique là aussi ce que je vais dire, mais tout le monde dans n'importe quelle entreprise se dit que chez nous, c'est plus difficile qu'ailleurs. Et donc, s'il a en face de lui une personne qui a priori n'a pas de défaut, jusqu'à présent a tout réussi et tout était facile, il va se dire oh là là, comment ça va se passer chez nous, parce que chez nous avec Paul de machin ou Jean-Pierre de tel truc, il va nous le casser, ça marchera pas parce que le côté RH et ou le manager dans l'entreprise a toujours lui aussi des stéréotypes vis-à-vis de sa propre société et il se dira toujours que chez lui c'est plus dur qu'ailleurs. Donc, quand on arrive en entretien, on arrive avec un entretien qui, certes, est préparé, mais sur lequel on aura à parler à un moment donné de nos qualités, mais aussi des axes d'amélioration. Vous voyez, on vous a barré le côté défaut, des axes d'amélioration qu'on a pu avoir dans le cadre de notre parcours et qu'on connaît par cœur, nous, en tout cas, nous concernant. Hop, troisième règle, en entretien, adopter une posture d'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est quoi hein? L'écoute active,
truc très simple pour s'en souvenir, on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on parle. L'écoute active, c'est ça. J'écoute, je pose des questions qui sont suffisamment ouvertes pour que le recruteur, en tout cas la personne qu'on a en face de nous donne des éléments qu'on va pouvoir réutiliser. Alors notamment, je reviens là-dessus, sur cette fameuse lettre ou ce mail de remerciement où on va retracer les enjeux suite à l'entretien. Or, là, il y a un élément qui apparaît en dernier, mais que je mets aujourd'hui beaucoup quand j'interviens, sur le côté soyez souriant et ouvert. En plus d'être professionnel, c'est quelque chose qui, pendant des années, on l'a dit, voilà, pensez à être souriant quand même pendant l'entretien. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Là aussi, mettez-vous à la place du recruteur. Le recruteur, il a une mission, c'est de trouver la bonne personne pour le poste. C'est souvent des missions données par des managers à un moment donné dans l'entreprise. Donc, il a la pression. Quand il vous voit en entretien, il a la même pression que vous. Alors, ce n'est pas exactement la même et sur les mêmes enjeux, mais il a un vrai enjeu de trouver la bonne personne. Et au-delà de ça, quand on est dans des périodes dites d'incertitude, de difficultés économiques, etc., comme on le vit aujourd'hui, au-delà de trouver la bonne personne, j'ai envie de dire avec la bonne compétence, les managers aujourd'hui, ils le demandent tous, ils veulent quelqu'un qui va réussir à s'intégrer dans l'équipe et qui va faire preuve d'attitude positive. Donc, si en entretien, vous n'arrivez pas d'ores et déjà à faire passer et à casser ces barrières-là en apportant cette dynamique que vous pourrez apporter dans l'équipe en arrivant, parce que vous arrivez de l'extérieur et donc vous allez apporter un souffle de positif à l'équipe, vous ne marquerez pas des points. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien entendu un des éléments qui va être demandé aux recruteurs. Donc, la règle 4, je l'ai dit plusieurs fois, mais parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Mettez-vous toujours à la place du recruteur pendant l'entretien. Quand il vous pose des questions, OK, quand il me pose cette question, quel est son besoin derrière? Alors, souvent, ceux qui ont qui ont travaillé notamment sur les techniques de vente, les questions de découverte, ce genre de choses, on vous parle de l'image de l'iceberg. L'iceberg avec le petit niveau d'iceberg, l'eau, et tout l'iceberg qui est sous l'eau. L'idée, c'est de se dire, en tout cas, à chaque fois, ce qui dépasse, c'est ce qu'il vous dit, c'est la question, et puis derrière, il y a ce qu'il pense. C'est tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à reposer des questions pour bien comprendre quels sont ses besoins derrière, qu'est-ce qu'il cherche à savoir, et du coup, comment est-ce que je peux répondre à un moment donné correctement aux enjeux de l'entreprise. Donc, allez chercher ce type d'informations au maximum auprès des personnes que vous rencontrez. Si le recruteur n'est pas très bavard, parce que ça arrive, n'hésitez pas à utiliser derrière les réseaux sociaux professionnels pour vous rapprocher de personnes dans l'entreprise pour avoir un petit peu plus d'informations. Notamment en utilisant, pourquoi pas, un entretien que vous avez eu, en disant, là aussi, rien ne vous empêche, les personnes sont très contentes d'être des ambassadeurs de leur société. Alors bien entendu, vous allez peut-être avoir 1 ou 2 refus sur différents contacts, mais vous verrez que quand vous aurez contacté 5, 10, 15 personnes, vous aurez des personnes qui accepteront de vous aider parce que les réseaux sociaux sont là pour ça, on donne pour recevoir. Donc donner au départ, ça veut dire trouver le bon moyen d'approcher la personne en lui indiquant en quoi, à un moment donné, vous allez pouvoir aussi aider l'entreprise. Je pourrais vous donner tout à l'heure quelques exemples. Alors, qu'est-ce qui se passe si le recruteur pose une question dite interdite pendant l'entretien? Donc, vous pouvez vous lever et sortir. Non, je plaisante. Si, vous pouvez le faire, ce genre de choses. Si c'est une entreprise qui discrimine de manière consciente, mais je pense qu'elle en tout cas dans mon monde, je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais je pense qu'il n'y en a plus, en tout cas j'espère qu'il n'y en a plus des entreprises comme ça, ou en tout cas s'il en reste quelques-unes, peut-être que c'est le moment effectivement, quand les questions arrivent, de sortir, parce que moins ils auront de candidats, et plus ils se rendront compte que de toute façon ce qui est vertueux, c'est d'aller vers l'ouverture. Voilà. Donc, mais bon, malgré tout, si c'est une entreprise qui vous intéresse, évitez de rompre le dialogue quand il y a une question typée interdite qui peut arriver, et plutôt aller poser des questions pour essayer de savoir quelle est la crainte qui est derrière cette question et donc faire préciser. Alors je prends souvent l'exemple que je vais vous donner, qui est pas, je ne suis pas le seul d'ailleurs à prendre cet exemple. Christelle Defoucault, qui est une personne top voice sur LinkedIn, l'avait mis d'ailleurs dans un de ses livres. On s'entend bien d'ailleurs sur ce type de choses, puisqu'elle fait preuve d'impertinence.
de temps en temps, moi aussi. Et notamment une question qui vient régulièrement pour une jeune femme de 30 ans qui n'aurait pas d'enfant. Et on se retrouve parfois confronté à des managers qui vont dire eh, du coup, au niveau des enfants. Bon, bien entendu, cette question, elle ne devrait pas arriver pendant un entretien. Donc, vous pouvez tout à fait à l'aise de ne pas y répondre et ou de mentir, puisque cette question n'a pas lieu d'être. Imaginons que vous n'ayez pas forcément envie de dire la vérité parce que vous avez l'impression que potentiellement vous pouvez discriminer sur cette question. Par contre, rien ne vous empêche de dire que, et alors, en plus ça calmera le recruteur derrière, il ne posera plus cette question. On a fait le test, hein, donc c'est pour ça que voilà, on le sait. Mais rien ne vous empêche à un moment donné de dire, ah bah, non, ça vous inquiétez pas, je ne peux pas avoir d'enfant. Donc voilà, c'est physique, il y a quelque chose, donc non, ça ne devrait pas m'arriver, mais bon, en même temps, voilà. Donc là, le recruteur, il va être tellement gêné qu'il vous posera plus de questions personnelles, hein. Bon, et après, c'est souvent la question qui vient derrière, c'est, eh, mais du coup, si je tombe enceinte au bout d'un an dans l'entreprise, au bout de 6 mois, et ben là, en fait, rien ne vous empêche de dire, c'est un miracle, voilà. Ça se passait tellement bien dans votre entreprise que je sais pas, il y a un truc qui s'est décoincé, voilà. Et puis ça permettra certainement au recruteur de se rendre compte qu'en fait, c'est pas une maladie en soi, et que bah, après, c'est qu'une question d'organisation, et que ça, j'ai pas envie de dire c'est son problème, mais pas loin. Hop, je passe par rapport à ça. Donc le rappel à la loi. Sur les discriminations, vous le verrez quand vous récupérez le document. Mais voilà les 24 motifs de discrimination. Donc il y en a un 25e qui est en route, qui devrait arriver, qui est l'accent, parce que je ne pense pas qu'il apparaisse, hein, alors à moins que le truc soit hyper à jour, mais non, parce que c'est en route et il n'y a même pas encore les décrets d'application qui sont passés. Et l'accent qui devrait venir se rajouter comme 25e critère de discrimination. Et donc, bien entendu, on vous invitera, s'il y a besoin, à vous connecter à l'appli à compétences égales, où vous pourrez retrouver un certain nombre des conseils que vous avez pu avoir aujourd'hui et d'autres qui sont directement sur l'appli. Donc, merci de votre écoute.